Donc cette année, nous allons traiter la 4e République. C'est un régime dont vous avez sans doute entendu parler. Vous, dans votre folle jeunesse, vous avez vécu sous la 4e République. Et vous savez que la 4e République va de 1946 à 1958. Elle disparaît, nous verrons comment, en 1958. Or, petite bizarrerie, j'indique la date 1962. C'est donc qu'il y a une raison. Cette raison, peut-être certains d'entre vous la devinent. La 4e République ne disparaît vraiment, enfin, elle disparaît vraiment en 58. Mais la transition n'est vraiment faite qu'en 1962, avec une modification de la Constitution de la 5e République, qui fait que quelque chose de majeur va se produire dans la vie politique de la France. Donc, 58-62. Alors, en introduction, vous savez que j'utilise toujours le même plan. Il y a un titre général, et puis une introduction. J'énonce une idée. Une idée, c'est un tiré. Donc, lorsque vous voyez un tiré, c'est qu'une idée va être énoncée. Ensuite, il y a des grandes parties. Alors, bien entendu, comme la 4e République, c'est à la fois court mais dense, il y aura des grands A, des grands B et des grands C. Ce seront les grandes parties du cours. À l'intérieur de chaque grande partie, il y aura grand 1, grand 2, peut-être grand 3 ou grand 4, je n'en sais rien. Et à l'intérieur des grand 1, grand 2, il y aura premièrement, deuxièmement, troisièmement. Tout cela sera indiqué au fur et à mesure. Et dans chaque chapitre, premièrement, deuxièmement, il y aura un tiré, autre tiré, autre tiré. Donc, ici, pour présenter la 4e République, j'énonce cette idée qui est tout à fait banale. C'est un régime mal aimé. La 4e République n'a pas été défendue. Elle est morte. Pourquoi? Nous le verrons. Et quelques années, je dirais, même pas après la 4e République, sous la 4e République, Jacques Julliard, que vous connaissez peut-être, qui est aujourd'hui un petit peu âgé quand même, a écrit un livre sur la 4e République. Alors voici un passage que je vous lis. La malchance de cette constitution. Il parle de la constitution de la 4e République, qui a été adoptée, nous verrons dans quelles conditions, en 1946. La malchance de cette constitution, comme du reste de toutes celles que la France a connues, c'est d'avoir été rédigée à l'aube d'une période nouvelle, dans l'illusion qui suit les grands écroulements. Quels sont les grands écroulements? C'est la disparition du régime de Vichy. Nous allons bien entendu y revenir. Tout y paraît net et pur, l'horizon dégagé, les hommes raisonnables, le souhaitable possible. C'est avec ces bons sentiments qu'on fait les mauvaises constitutions. Celle de 1946, qui prétendait combiner la puissance du Parlement et la stabilité du gouvernement, reposait nécessairement sur ce que l'on nomme aujourd'hui contrat de législature. Aujourd'hui, c'est-à-dire vers la fin de la 4e République et au début de la 5e. Celle-ci, à son tour, supposait l'existence d'un petit nombre de partis fortement organisés et disciplinés, englobant la totalité des députés et acceptant de surcroît de collaborer entre eux à l'intérieur du régime. Cela faisait beaucoup de conditions préalables, dont rien ne pouvait garantir qu'elles seraient remplies. Je vous dis tout de suite, elles ne seront pas remplies. La 4e République aurait pu fonctionner. Elle aurait pu fonctionner puisque la 3e République, qui lui ressemblait beaucoup, a duré de 1870 à 1914, en se dotant d'une constitution en 1875, pas en 70, parce qu'après la proclamation de la République, ce sont les royalistes, pour des raisons particulières, mais ce n'est pas notre sujet, qui ont le pouvoir. Et ce n'est qu'en 75 que les républicains ont une voix de majorité. Et donc, ils font une constitution qu'on appelle les lois constitutionnelles. Donc, il y avait une parenté au départ entre la 4e et la 5e République. Mais il se trouve que la 4e République a duré peu de temps.
Donc c'est un régime mal aimé. Mal aimé pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été défendue. Parce que les Français n'ont pas éprouvé le besoin de défendre la 4e République. Et donc une 5e est née. Alors, la seconde idée, je tourne des pages parce que j'aurais dû le faire avant. Donc, la seconde idée, c'est que ces hommes qui arrivent au pouvoir veulent durer. Ils sont là pour durer. Durer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour durer, ils ne font pas de réformes. Parce que faire des réformes, c'est mécontenter une partie de l'opinion. Il y a toujours des personnes qui se sentent lésées par des réformes, il y en a d'autres qui les approuvent. Donc c'est aller au-devant de problèmes politiques. Et donc, durer, c'est à la limite de l'immobilisme. Alors, pas tout à fait au début de la 4e République, parce qu'elle va faire des réformes essentielles sur lesquelles nous vivons en partie aujourd'hui. Mais elle va inventer quelque chose qui, aujourd'hui, pourrait être considéré et serait considéré comme absolument immoral, politiquement. Elle va inventer la 3e force. La 3e, c'est-à-dire qu'il y en avait 2 autres. Je ne vous dis pas lesquelles. Et donc, c'est la 3e force pour avoir une majorité. Et donc, il faut durer. Et effectivement, la 4e République va durer. Va durer jusqu'aux élections suivantes. Mais tout ça, nous le verrons bien entendu. Mais elle va également vivre dans l'instabilité ministérielle. Oh, c'est pas nouveau. La 3e République a vécu dans l'instabilité ministérielle. Les gouvernements se sont succédés à un rythme relativement rapide, mais elle a duré longtemps. Et elle a fait des réformes profondes sur lesquelles nous vivons. Donc, régime mal aimé, durée, et ce qui va être le grand problème de la 4e République, ce sont les guerres coloniales. Elle va être confrontée à 2 guerres coloniales qui vont jouer un rôle majeur. La guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Mais attention, ne soyez pas naïfs. Ne croyez pas que la 4e République découvre cela au dernier moment. Vous avez peut-être vu le film documentaire qui est passé sur la 2, sur France 2, tout à fait remarquable, et qui montre que les Français, au départ, et De Gaulle, au départ, étaient favorables aux colonies. Il fallait maintenir les colonies. Par tous les moyens, même, il fallait maintenir les colonies. Tous les moyens, c'est-à-dire en faisant la guerre. Alors, il y a 2 guerres fondamentales que tous les Français connaîtront, ou pourraient connaître, parce qu'après tout, pourraient, je dis, parce qu'ils ne connaissent pas vraiment la guerre d'Indochine. Ils s'en désintéressent. Pourquoi? Parce que les enfants, les fils, ne vont pas en Indochine. Ceux qui vont en Indochine, ce sont les soldats de métier et ce sont les volontaires. Donc, les fils dans chaque famille ne vont pas en Indochine. En revanche, ils iront en Algérie. Et bien sûr, ce sera totalement différent. Nos enfants sont en Algérie. Et il y a une guerre en Algérie. Et on meurt en Algérie. On meurt du côté français, on meurt beaucoup plus du côté algérien. Mais c'est la guerre. Donc, cela jouera un rôle fondamental. Et vous savez peut-être que la 4e République sera emportée par les guerres coloniales, et en particulier par la guerre d'Algérie. Et il y a un autre phénomène dont il faudra aborder quand même, c'est que la 4e République, malgré une période difficile de départ, la 4e République a vécu le début des 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses, c'est une période exceptionnelle dans notre histoire et dans l'histoire de l'humanité en général. Pourquoi? Parce que le niveau de vie moyen, pendant les 30 Glorieuses, va être multiplié par 4. Fourastier, qui est un auteur de cette période-là, va montrer un village au début des années 50 et un village 30 ans plus tard. C'est plus le même. Tout a changé. Les modes de vie ont changé. Le niveau de vie, le pouvoir d'achat, etc. Tout a été basculé. Et il faut savoir qu'on est dans une période de dynamisme économique. Jusqu'à ce qu'arrive la crise à partir de 1973, pour des raisons complexes que
nous n'aborderons pas puisque ça ne fait pas partie de la 4ème République. Bon, alors nous allons commencer directement par le temps de la fondation. Alors j'ai la manie de partir d'un peu loin, excusez-moi, mais ça permet de mettre certaines choses au point. Et donc je vais partir du temps de la résistance. Vous savez peut-être que De Gaulle a été le premier président du gouvernement provisoire de la République française, mais qu'il a été aussi le chef de la résistance. Donc c'est difficile de parler de la 4ème République sans parler de De Gaulle. Et parler de De Gaulle sans parler du moment où il devient un personnage, c'est la période de la résistance. Donc, la fondation, grand 1, le temps de la résistance. Résistance, lorsqu'il s'agit du fait lui-même, du fait historique, on y met un R majuscule. Les organisations de résistance, c'est pas indispensable, mais la résistance, en général, on met une majuscule. Alors, comment est-elle organisée? Eh bien, il y a 2 résistances. Il n'y en a pas une, il y en a 2. Quand je dis 2, excusez-moi, il y en a beaucoup plus. C'est d'une complexité redoutable. Mais commençons par 2. Alors, il y a d'une part une première résistance qui est la résistance extérieure, qui est symbolisée par De Gaulle. Alors, réglons tout de suite ce problème. De Gaulle lance le 18 juin un appel. Dans cet appel, il y a une phrase qui est absolument essentielle. Elle est tellement essentielle qu'il la répète 3 fois. La France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Ce qui veut dire que la guerre qui commence est une guerre mondiale et que tous les pays, à un moment ou à un autre, seront entraînés dans la guerre. Et pour reprendre une formule, la France a perdu une bataille mais n'a pas perdu la guerre. Donc, il prend ce pari, parce qu'il ne connaît pas l'avenir, personne ne connaît l'avenir. Il fait ce pari que la guerre va durer et qu'elle va entraîner la plupart des grandes puissances. Et donc, il va... Alors, l'appel du 18 juin n'a pas été entendu. Qui, le 18 juin, savait qu'un général pratiquement inconnu, général à 2 étoiles à titre temporaire, donc il allait parler à la BBC. Qu'est-ce que c'est que la BBC? On ne sait pas trop. Et puis, c'est le moment de l'exode. Exode 6 millions de personnes sur les routes. Donc qui, au moment où il est bombardé par les avions allemands, mitraillés sur les routes, pense à ouvrir le poste? Peu à peu, l'appel du 18 juin va être connu, peu à peu, parce qu'il va être répété plusieurs fois, assez souvent, à la BBC. Et les Français, peu à peu, vont en prendre connaissance. D'ailleurs, souvent, on ne dit pas, Vichy ne dit pas De Gaulle, Vichy dit la dissidence. Et la dissidence est dirigée par De Gaulle, bien sûr. Alors, De Gaulle va créer ce qu'il appelle la France libre. Autrement dit, en France, il y a un nouveau gouvernement, c'est le gouvernement du maréchal Pétain, qui se met en place le 16 juin 1940 et qui, lui, signe l'armistice. Et signe une convention d'armistice. Et accepte que la France soit partagée par le vainqueur en plusieurs zones, dont les 2 plus importantes sont la zone occupée au nord et la zone non occupée, dite libre. Je dis bien dite, car elle n'est pas libre. Car Vichy est une dictature. Le maréchal Pétain a le plein pouvoir et en français ça s'appelle une dictature. Je ne vois pas un autre nom. C'est une dictature passéiste, une dictature qui regarde vers le passé, une dictature qui veut régler son compte à la République. Donc c'est la France libre, dirigée par De Gaulle. Et à partir de 1942, la France libre change de nom, elle devient la France combattante. C'est-à-dire que la France est aux côtés des Alliés. Et elle se bat aux côtés des Alliés. Alors avec quelle armée? On en reparlera. Ça c'est la résistance extérieure. Et puis il y a la résistance intérieure. Alors voici une affiche qui porte pour titre « Front national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France ». Attention,
Ce n'est pas le Front National que nous avons connu, enfin connu, je veux dire, dont nous avons entendu parler, qui s'appelle aujourd'hui le Rassemblement National. Ça n'a rien à voir. C'est une captation de titres, si vous voulez. Hein. Alors, là, le Front National est une création du Parti communiste français. Car le Parti communiste français est le seul qui se soit maintenu en tant que parti. Vous savez qu'au début, il a eu une politique qui a déclenché la désapprobation d'une grande partie de l'opinion, c'est-à-dire qu'il a approuvé le pacte... Oui ? Attendez, monsieur vient vers vous. Monsieur vient vers vous. Donc, j'étais en train de dire que le Parti communiste avait, le 23 août 1939, signé un pacte, approuvé, pardon, il n'avait pas signé lui, il avait approuvé un pacte de non-agression qui avait été signé par l'Allemagne nazie et l'URSS. Donc, ces deux États s'engageaient à ne pas se faire la guerre. Il y avait des clauses secrètes, hein, le partage de la Pologne entre autres. Bon. Mais en 1941, le Parti communiste va changer de position. L'URSS est attaqué par l'Allemagne nazie, il change de position et ensuite il va créer le Front National. Le Front National est à direction communiste, mais ceux qui en font partie ne sont pas forcément communistes. Mais les chefs sont communistes. Donc c'est une organisation de la résistance intérieure qui est organisée au niveau national. Les autres partis politiques ont été entraînés par la débâcle. Ils se sont presque désagrégés. Ce qui ne veut pas dire que leurs membres ne font pas de la résistance. Les membres des autres partis vont entrer à titre individuel dans les organisations de résistance. Tandis que le Parti communiste en tant que tel va s'engager à partir de 1941 dans la résistance. Alors bien sûr, ils ne sont pas les seuls. Et nous verrons, je vous présenterai les diverses familles de résistants. Là, c'est un couple que l'on connaît parce qu'on en a parlé récemment dans les médias. C'est Raymond et Lucie Aubrac. Ils appartenaient au mouvement Libération. Libération est l'autre organisation qui se trouve dans les deux régions, dans les deux zones de la France, la zone occupée et la zone non occupée. C'est Libération Nord et Libération Sud, avec un même dirigeant. Ce dirigeant, il est connu, il s'appelle Emmanuel d'Astier de la Vigerie. Donc, c'est celui qui crée Libération, Libération Nord et Libération Sud. Toutes les autres organisations, toutes, sont organisées soit dans la zone nord, soit dans la zone sud. Et même, ce que je vous dis là est inexact, parce que la résistance est organisée au niveau départemental. Par exemple, dans les Hautes-Pyrénées, il y avait 2 mouvements. Dans la zone sud, il y en avait 3. Dans les Hautes-Pyrénées, il y en avait 2. C'était Libération, qui était proche des milieux syndicaux, et c'était Combat qui était dirigé par Freinet, qui est un ancien militaire. Donc, vous avez une organisation qui est extrêmement diversifiée. On ne connaît pas encore toutes les organisations de la résistance. Pour une raison très simple. Vous croyez que c'était le moment de faire des documents? Vous croyez que c'était le moment d'écrire noir sur blanc? Telle organisation, un tel fait partie, un tel. Ben, si cela tombe entre les mains de l'occupant, ça le tend. Donc, Emmanuel d'Astier de la Vigerie, Libération Nord. Et puis, bien sûr, il y a toutes les autres organisations. Elles sont tellement nombreuses. Si on compte les réseaux de passage à travers les Pyrénées, si on compte les maquis, si on compte les mouvements, c'était relativement simple, il y en avait un petit nombre. Mais si on compte tout cela, c'est extrêmement difficile. Mais, si vous voulez, peu à peu, il y a 3 types d'organisations qui apparaissent.
Le premier type, j'en ai parlé, c'est la résistance communiste. Le second type, c'est la résistance de l'armée. L'armée est organisée dans l'ORA, Organisation de résistance de l'armée. Et donc, on va vers l'unification. Donc, un tiré, on va vers l'unification. Alors, il faut unifier tous ces mouvements de résistance parce qu'on ne peut pas s'adresser, je dirais, personnellement à chacun d'entre eux. Et De Gaulle va confier une mission à quelqu'un que nous connaissons tous, que vous connaissez tous, et qui s'appelle Jean Moulin. Ah, évidemment, ce n'est pas la photo classique, on le voit avec un chapeau appuyé contre le mur. Mais on a le droit de changer quand même, hein. C'est toujours le même. Là, il était préfet du département de l'Eure-et-Loire. Et il va essayer de se suicider en se taillant les veines, plutôt que de signer un texte infamant que les Allemands exigent qu'il signe. Que dit ce texte? Vous savez que dans l'armée française, il y avait des troupes coloniales, en particulier des tirailleurs sénégalais. Les Allemands n'avaient jamais accepté qu'en 1918, des troupes coloniales soient envoyées pour occuper l'Allemagne. Parce que c'était déshonorant pour des Blancs d'être gardés, entre guillemets, par des soldats de couleur. Alors il y avait des tirailleurs algériens, marocains, tunisiens, il y avait des troupes sénégalaises. Et on les avait accusés des pires mots, etc. Passons, des accusations qui s'étaient révélées souvent fausses après enquête de la SDN, etc. Donc, les Allemands avaient accusé des tirailleurs sénégalais qui avaient résisté, encadrés par des officiers français, qui avaient résisté, ils les avaient accusés de crimes de guerre. Ils voulaient les liquider. Jean Moulin a refusé de signer. Il en a réchappé. Il a rejoint De Gaulle à Londres. Et De Gaulle lui a confié une mission. Cette mission, c'est d'unifier la résistance, de la rassembler sous une autorité unique, sous l'autorité de Gaulle. Bien sûr, il y aurait toujours la résistance extérieure et la résistance intérieure. Mais De Gaulle deviendrait le chef de cette résistance et Jean Moulin doit unifier la résistance. Il va réussir à créer à Lyon, qui est la capitale de la résistance en France à ce moment-là, il va réussir à créer à Lyon, le 27 mai 1943, avant 1943, il y a peu de choses. Hein. C'est difficile avant 1943. Et puis dans le Midi, il n'y a pas d'Allemands. Il n'y a pas d'Allemands ici. Jusqu'au 11 mai 1942. Les Allemands n'arrivent que le 11 mai 1942. Donc résister, mais résister à qui? À Vichy? Oui, d'accord. Mais après? Donc la résistance met du temps à s'organiser. Et elle s'unifie qu'en mai 1943, par la création du Conseil national de la résistance. Vers l'unification, pardon. Conseil national de la résistance. Qui fait partie du Conseil national de la résistance? Toutes les organisations de résistance. Les partis politiques. Vous me direz que parfois c'est un petit peu une vue de l'esprit, parce que les partis ont été pris dans la tourmente de la défaite, et seul le Parti communiste a gardé une structure. Quand je dis une structure, attention, hein, c'est 10 000 personnes. Hein. C'est rien du tout. Il a gardé une structure, je ne vous l'ai pas dit pourquoi, parce que lorsqu'il a été créé à Tours en 1920, le Parti communiste est né à Tours en 1920, il y avait des conditions qu'il devait accepter qui étaient imposées par la Russie bolchevique, et parmi ces conditions, il y avait l'obligation de créer une organisation clandestine. Il avait créé une organisation clandestine. Et dans l'organisation clandestine, c'était
avait joué le rôle du Parti communiste, sans des militants qui collent les affiches, que l'on voit, etc., parce qu'on les aurait arrêtés, bien entendu. Donc, les partis sont partie prenante du Conseil national de la résistance, les syndicats aussi, mais attention, l'ORA n'en fait pas partie. L'armée ne fait pas partie du Conseil national de la résistance, pour une raison très simple. C'est que les militaires ne veulent pas faire de la politique. L'armée, c'est la grande muette. Donc, nous, on ne fait pas de politique. Ce qui a une conséquence. Les militaires combattent l'occupant, les Allemands, mais ne combattent pas Vichy. Parce que combattre Vichy, c'est faire de la politique. Donc, au mieux, ils sont observateurs. Mais ils ne sont pas membres du Conseil national de la résistance. Mais ces résistants qui ont accepté cette unification sont quand même un peu méfiants. Ils sont méfiants vis-à-vis de De Gaulle. Est-ce que De Gaulle n'a pas des appétits de pouvoir? Est-ce que De Gaulle, qui a une culture militaire, va accepter de rétablir les libertés, de rétablir la République? Nous verrons quelle sera son attitude. Et donc il y a une certaine méfiance. En même temps, De Gaulle se heurte à l'hostilité des Nord-Américains, et en particulier à l'hostilité... je suis un peu trop en avance. Et donc, se heurte à l'hostilité des Nord-Américains, j'y reviendrai après. Voilà, se heurte à l'hostilité des Nord-Américains. Le président des Nord-Américains, c'est Roosevelt. Vous savez que Roosevelt a été un homme tout à fait remarquable pour résoudre la crise économique. Enfin, il ne l'a pas résolu vraiment. Mais il a trouvé des mesures sociales d'accompagnement pour, face à la crise, ce qu'on appelle le New Deal. Mais que Roosevelt était très méfiant vis-à-vis de De Gaulle. Et qu'il avait du mal à accepter que De Gaulle comme interlocuteur. Il avait même créé une ambassade à Vichy. Il y avait un ambassadeur nord-américain à Vichy. Donc, il reconnaissait Vichy comme un régime comme un autre. Et il avait négocié avec Darlan. Darlan qui était, vous le savez peut-être, le dauphin de Pétain. C'était un amiral, c'était le dauphin de Pétain. Et il avait ensuite négocié avec un général qui avait été fait prisonnier pendant la campagne de France et qui s'était évadé de façon absolument rocambolesque, assez extraordinaire. C'était le général Giraud. Et donc, pour Roosevelt, l'homme de la situation, c'était pas De Gaulle, c'était Giraud. Mais je reviens à ce que je disais. Unification de la résistance, certes, mais tout le monde n'est pas disposé à vraiment jouer le jeu. Par exemple, les communistes vont créer les francs-tireurs et partisans français. On a l'habitude de dire les FTP. Il faut dire les FTP F, français. Ce qui veut dire que le Parti communiste a changé de stratégie, qu'il était sur une ligne. La guerre est une guerre interimpérialiste dont nous sommes contre la guerre. On peut toujours être contre la guerre, bien entendu, sauf quand elle vous est imposée. On n'a pas tellement le choix. Et deuxièmement, à partir de 1941, ils changent de stratégie, c'est-à-dire qu'ils ont une stratégie patriotique. Francs-tireurs et partisans français. Donc c'est après 1941 cela. Et ils agissent de conserve avec les guerrilleros, qui sont des républiques espagnoles, généralement communistes. Et attention, guerrilleros, on a deux façons de l'écrire. Guerrilleros à la française ou guerrilleros à l'espagnol. Mais le plus simple, c'est d'écrire à la française. C'est la première orthographe. Donc, unification de la résistance, oui, mais la résistance, je le dis tout de suite, elle ne sera jamais unifiée. Jamais. Même lorsqu'on créera la FFI. Alors maintenant,
on va vers la création d'un comité français de libération nationale, le CFLN, Comité français de libération nationale. Vous constatez qu'il n'y a pas le mot gouvernement. C'est un comité, un simple comité. Et dans ce simple comité, ben, effectivement, il y a De Gaulle et la résistance qui s'est rassemblée dans le Conseil national de la résistance. Et donc se forme un comité où les représentants des diverses organisations sont là, avec toutes les méfiances qui peuvent exister dont je vous ai parlé. Et c'est une première étape, suivie, alors voici le Comité français de libération nationale qui est constitué. Bon, je ne vais pas vous lire le texte parce qu'il n'est pas très intéressant, mais le comité a nommé le général, non, il comprend les généraux Giraud et De Gaulle comme président, le général Catroux, le général Georges, monsieur Rémy Massigli, monsieur Jean Monnet, monsieur André Philippe. Vous connaissez peut-être des noms qu'on retrouvera par la suite. Alors, le Comité français de libération nationale est constitué et on passe ensuite à la création du gouvernement provisoire de la République française. Alors, le comité devient gouvernement provisoire de la République française. Ce qui veut dire que la République n'a jamais cessé d'être. Qui représentait la République? La résistance. Vichy, c'était autre chose. Ce n'était pas la République de toute façon. Et il y a cette rivalité que va créer Roosevelt. Roosevelt que vous voyez ici, là. Churchill est là. De Gaulle et Giraud. Et Roosevelt voudrait que Giraud et De Gaulle se serrent la main. Geste symbolique, qu'ils acceptent de travailler ensemble. C'est la fameuse conférence de Casablanca. Et bien entendu, les deux hommes se serrent la main. Voici Giraud, général à je ne sais plus combien d'étoiles. Voici De Gaulle, simple général à 2 étoiles à titre temporaire. Mais, général De Gaulle, je ne parlerai plus de général. Je dirais De Gaulle. Car De Gaulle n'est plus un général là. De Gaulle est un homme politique qui représente la résistance. Giraud, lui, il reste dans ce rôle de général. Mais entre De Gaulle et Giraud, il n'y a pas de comparaison possible. Giraud est un militaire, bien. Politiquement, excusez-moi, mais il est nul. Alors que De Gaulle, c'est une tête politique. Et il va imposer les vues de la France face aux Alliés et face à Roosevelt. Donc voilà, les deux hommes paraissent se réconcilier, mais que nenni, ils ne se réconcilient pas. Et Giraud sera éliminé politiquement, bien entendu, par De Gaulle. Et voici le gouvernement provisoire de la République française, tel qu'il apparaît. Et vous voyez que parmi les membres de ce gouvernement, il y a De Gaulle et il y a un autre général, c'est le général Catroux. Pardon. Ah, je vais à l'envers. Bon, je croyais que j'avais écrit Catroux. Ça s'écrit comme ça se prononce, avec un X à la fin. C-A-T-R-O-U-X. Dans le général Catroux. Et donc, voilà, il y avait finalement beaucoup de civils entourant de militaires. C'est le gouvernement provisoire de la République française. Mais en même temps, se sont créés en France des maquis. Les maquis se créent à partir de février 1943. Ils se créent pourquoi? Ils se créent parce que... Alors, on tirait la formation des maquis. Ils se créent parce que les Allemands ont besoin, pour leurs usines, et les usines de guerre en particulier, qui sont en permanence bombardées par les Alliés, ils ont besoin de main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre, ils vont la chercher dans tous les pays occupés, et en particulier en France. C'est-à-dire que les ouvriers français
qui ne font pas de service militaire, les jeunes ouvriers français qui ne font pas de service militaire, feront un service de travail obligatoire de 2 ans en Allemagne, dans les usines allemandes. Bon, ensuite, les Allemands changeront de registre. Comme ils se rendent compte que les usines sont bombardées en Allemagne, et comme les jeunes qui sont requis au STO, service de travail obligatoire, l'acceptent de moins en moins, ils sont de plus en plus réfractaires, eh bien, les Allemands proposent au gouvernement de Vichy de ne pas envoyer travailler les jeunes ouvriers en Allemagne, mais de les faire travailler dans les usines françaises, qui font de l'armement pour l'armée allemande. C'est-à-dire que les usines françaises qui font de l'armement pour l'Allemagne sont bombardées par les Alliés. Vous le savez peut-être, où se trouve la Socata aujourd'hui, c'était un site qui a été bombardé par les Alliés. Les Alliés devaient bombarder l'usine hispano-suiza, où se trouve Alstom aujourd'hui. Ils devaient bombarder l'arsenal. Ils ont bombardé, donc, le site de la Socata d'aujourd'hui. Mais il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. Mais s'ils avaient bombardé le site hispano-suiza, dans l'agglomération tarbaise, ça aurait fait de très nombreuses victimes. Ils ont bombardé Toulouse. Ils ont bombardé Figeac. Ils ont bombardé beaucoup de villes qui faisaient de l'armement pour les Allemands. Mais pour l'instant, parlons surtout des maquis. Donc les jeunes qui doivent partir en Allemagne et qui sont réfractaires, qui refusent de partir, ont plusieurs solutions. Soit ils se cachent chez eux, soit ils vont travailler dans les chantiers forestiers, soit ils rejoignent les maquis. Oh, attention, mais n'imaginez pas que ce soit un afflux massif. À la fin 1943, il y a 22 maquisards, 22 personnes qui sont dans les maquis. C'est tout. À l'échelle de la France, c'est relativement peu. Et sur les maquis, il faut faire très attention, parce qu'un maquis qui se fixe, il est anéanti. Parce que les Allemands le repèrent. Ils le repèrent soit grâce à l'invention, soit parce qu'ils ont des informateurs, des collaborateurs, des gens qui travaillent pour eux. Et à ce moment-là, ils organisent une expédition militaire. Et comme les Allemands sont bien armés, et que les résistants, à ce moment-là, n'ont presque pas d'armement, ou alors lorsque les Alliés commencent à leur parachuter des mitraillettes Sten, ce sont des mitraillettes qui sont assez rudimentaires et assez dangereuses pour les utilisateurs, et c'était voulu. Il ne fallait pas trop armer la résistance française. Pourquoi? Je ne vous le dis pas pour l'instant. Mais on armera la résistance française surtout à partir de l'été 1944. Mais en 1943, il n'y a presque pas d'armes. Sauf quelques unités de maquisards formées par les militaires. Parce que les Alliés ont confiance dans les militaires, mais ils n'ont pas confiance dans ces civils qui sont peut-être communistes ou qui sont autre chose, mais que vont-ils faire de leurs armes? Donc, prudence. Bon, toujours est-il que les maquis se forment à ce moment-là, et que les maquis, parfois, se regroupent dans des endroits précis. Il y a 3 regroupements qui sont très connus. Le plateau des Glières, qui se trouve en Haute-Savoie, dans les Alpes, dans le nord des Alpes. Vous avez un rassemblement, vous le voyez, en février 1944, les Allemands les repèrent, qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent une opération de grande envergure contre le plateau des Glières. Et les maquisards n'ont pas les moyens de résister. Donc ils ont des pertes et ils parviennent à se replier comme ils peuvent. Ensuite, ils se rassemblent au Mont Mouchet. Le Mont Mouchet, c'est dans la Margeride, c'est-à-dire dans le Massif central, c'est-à-dire la bordure nord-est du Massif central. Et nous sommes en juin 1944. 44. Et enfin, il y a bien sûr ce qui est le plus connu, c'est le Vercors. Nous sommes en juillet 1944. Vous savez que les Allemands organisent aussi une expédition militaire de grande envergure, avec bombardement, etc. Il y a beaucoup de pertes parmi les maquisards. Mauvaise stratégie. Mauvaise stratégie. Parce qu'on ne menace pas les Allemands véritablement,
Mais il y a de nombreux morts parmi les maquisards. Alors c'est vrai, il ne faut pas confondre l'histoire et la mémoire. La mémoire, c'est autre chose. Donc ceux qui sont morts pour défendre la liberté de la France, pour lutter contre l'occupant, etc., pour défendre la République, d'accord. Mais sur le moment, ce n'est pas un succès. Donc vous avez tous ces moments de résistance qui vont être regroupés dans les FFI, Forces françaises de l'intérieur, alors qu'il y a aussi des FFL, des Forces françaises libres. Alors, les forces françaises de l'intérieur combattent en France, bien entendu. Alors, les FFI sont créés le 1er février 1944. Mais à ce moment-là, la résistance s'est regroupée déjà. Il y a eu beaucoup de regroupements. Alors, il y a 3 grandes familles de résistance, si vous voulez. Il y a ceux qui sont des militaires, qui sont au sein de l'ORA. Dans ce département et dans le sud-ouest, il y a une organisation qui est connue, c'est le corps franc Pommiès. Le corps franc Pommiès, ce sont des militaires. Ensuite, vous avez les civils. Parmi les civils, il y a 2 types. Il y a ceux qui sont communistes et il y a ceux qui ne le sont pas. Les communistes se retrouvent généralement dans les FTPF. Et les autres, ceux qui sont des résistants civils non communistes, se retrouvent dans les mouvements unis de la résistance, où tous les autres mouvements de résistance sont regroupés. Et donc, maintenant, nous sommes en 1944. Et 1944, vous le savez, c'est le moment où commence la libération. Alors, Force française de l'intérieur, 1er février 1944. Mouvement uni de la résistance, je viens de le dire. Donc, petit 2, la libération. Quelle est la situation au début de 1944 ? Cette guerre touche toute l'Europe. L'URSS, vous le savez, a été attaquée en 1941 par l'Allemagne nazie. Le début de la guerre en URSS, pour les soviétiques, a été absolument catastrophique. Mais Staline a refusé d'évacuer Moscou, et les Allemands ils ont été arrêtés devant Moscou, et par ailleurs, ils sont arrivés presque jusqu'à Bakou. En tout cas, ils sont arrivés dans cette chaîne de montagnes qui se trouve au sud donc de l'URSS. Et ils arrivent jusqu'à Stalingrad. Mais ils n'iront pas plus loin. Car au cours de l'hiver 42-43, surtout début 43, une armée allemande, pour la première fois, va capituler à Stalingrad. Donc les Allemands capitulent devant les Soviétiques à Stalingrad. Et à partir de ce moment-là, le rouleau compresseur soviétique va se mettre en route. Il y a là la plus grande bataille de chars de la Seconde Guerre mondiale, c'est la bataille de Kursk. Et en 1944, au début de 1944, l'URSS n'a pas encore libéré la totalité de son territoire. Vous savez que pour les soviétiques, c'est la grande guerre patriotique. Ce n'est pas la défense de la révolution, hein. C'est la grande guerre patriotique. Et on fait appel à tous les grands ancêtres de l'histoire de la Russie. Les Allemands également se trouvent en Italie. Pourquoi ? Parce qu'en 1943 s'est déroulée une sorte de tragicomédie, plus tragique que comique. Le Grand Conseil fasciste a déposé Mussolini. Donc l'Italie n'est plus dans le camp allemand. Et c'est un vieux maréchal, le maréchal Badoglio, qui prend le pouvoir. Bon, que fait-il ? Pas grand-chose. Mais toujours est-il que les Allemands ne veulent pas perdre l'Italie, parce que de l'Italie, on peut envahir le sud de l'Allemagne. Donc ils occupent l'Italie. Pendant ce temps, Mussolini crée une république fasciste à Salo, S-A-L-O, et les Allemands arrivent jusqu'à la ligne gothique, jusqu'au mont Cassin. Et là, les Alliés sont arrêtés. Ils avaient débarqué
en Sicile, ils étaient passés en Italie. Cette armée qui avait débarqué était une armée franco-américaine ou encore américano-française. C'était la nouvelle armée française qui partait d'Algérie. Alors il faut savoir ce que c'était que la nouvelle armée française. Hein. La nouvelle armée française, ce sont des pieds noirs qui étaient plutôt vichistes. Ce sont des troupes coloniales. Ce sont des tirailleurs marocains, algériens, tunisiens. Ce sont des jeunes gens qui ont franchi les Pyrénées et qui sont passés par l'Espagne, qui ont fait un séjour de plusieurs mois, parfois 9 mois, dans un camp qu'on ne peut appeler que de concentration de Miranda. Je ne dis pas camp d'extermination, hein, je dis camp de concentration. Qui ont été libérés finalement, qui ont été remis aux Anglais et qui sont arrivés en Afrique du Nord. Ils sont partis pour ne pas rester dans la France occupée, puisque les Allemands sont ici le 11 novembre 1942, et pour combattre. Donc ils sont enrégimentés. Et puis il y a les républiques espagnoles, qui étaient dans des camps en Afrique du Nord, où on attend longtemps avant de les libérer de ces camps. On les libère courant 1943. Et ils s'engagent certains s'engagent dans cette nouvelle armée française. Un certain nombre d'entre eux, que nous retrouverons bientôt, s'engagent auprès de Leclerc. Leclerc, qui est à ce moment-là, je crois, commandant simplement, qui est au Tchad et qui va, vous savez, jouer un rôle assez important par la suite. Donc, cette nouvelle armée française est débarquée, et avec des Nord-Américains, et elle combat sur la ligne du Mont Cassin. Ce sont les goumiers marocains qui feront la percée au Mont Cassin, et qui permettra aux Alliés d'arriver jusqu'à Rome. Avec beaucoup de difficultés et avec beaucoup de polémiques, parce qu'on les accusera d'être à l'origine de nombreux viols, il y aura des procès, enfin bon, c'est un peu compliqué, c'est pas notre sujet de toute façon maintenant. Et les Alliés débarquent aussi le 6 juin 1944 en Normandie. Alors là, c'est une armée nord-américaine et britannique. Ils débarquent en Normandie, mais ne croyez pas que débarquer en Normandie, ce soit la victoire. Parce que les Allemands y résistent. Parce qu'il y a le mur de l'Atlantique. Et les Allemands ne veulent pas céder le terrain. Les pertes du côté de ceux qui débarquent sont très élevées. Et la percée ne se fera que le 19 août 1944. Ce n'est pas le 6 juin que se fait la percée. C'est le 19 août 1944. C'est une percée qui est faite par les Nord-Américains. Comment? Ben, c'est très simple. On fait un passage sur un couloir large de 2-3 km avec des super bombardiers. On va très haut, on passe très haut et on lâche toutes les bombes. Donc sur une largeur de 2-3 km, tout est anéanti. Tout. Et à ce moment-là, les chars du général Patton peuvent s'engouffrer dans la brèche. La percée est faite. C'est la guerre, hein. C'est ça la guerre, hein. Donc, le 19 août, la percée est faite, et les Alliés foncent vers l'Allemagne. Attention, Eisenhower n'a pas prévu d'envoyer des troupes à Paris. Parce que si on délivre Paris, où la résistance est soulevée, entre parenthèses, si les Alliés arrivent à Paris, ça veut dire qu'il faudra créer un gouvernement militaire. Ça veut dire qu'il faudra ravitailler la ville. Le vainqueur qui prend une ville doit ravitailler la population civile. La population civile, elle ne fait pas la guerre. Donc il faut la ravitailler. Donc les Américains ont trouvé un système simple, ils ne passent pas par Paris. Seulement De Gaulle veut qu'il y ait des troupes françaises qui arrivent à Paris. Et il va obtenir d'Eisenhower que la 2e DB, la 2e division blindée, celle du général Leclerc, il est général maintenant, il commande une division blindée,
fonce vers Paris. Et donc, la deuxième DB fonce vers Paris. Et les premiers éléments arrivent aux portes de Paris le 24 août 1944. Alors, il y a là quelques engins blindés qu'on appelle des Aftrak. Ce sont des engins blindés légers. Il y a là une Jeep qui arrive avec écrit à la peinture Moroccan. De Gaulle sourit et dit à Leclerc, vaste programme. C'est vrai. Et puis, il y a là une compagnie de soldats de la 2e DB. Il se trouve que c'est comme ça. C'est une compagnie formée uniquement par des Espagnols, par des républicains espagnols. Alors attention, ils ont des uniformes fournis par l'armée américaine. Les Français sont équipés par l'armée américaine. Alors on a vu pendant des années, 3 chars arriver dans Paris. Le Montmirail, le Montmirail, le Champigny, et puis un troisième dont le nom m'échappe. C'était les campagnes de Napoléon pendant la campagne de France. Mais en tête, il y a les Aftrak. Et les Aftrak avec des Espagnols qui sont des anarchistes, des socialistes, et dont la langue de commandement est l'espagnol. Et ils arrivent jusqu'à l'hôtel de ville, et ils font la jonction avec la résistance française. Les Allemands, sachant que la 2e DB là est aux portes, vont finalement capituler. Alors qu'ils avaient prévu de détruire Paris. Et que c'était l'ordre de Hitler. Paris n'est pas détruit, bien entendu. Ils capitulent. Et De Gaulle arrive donc à Paris le lendemain. Alors, la ligne de Montcassin, pardon, je suis un petit peu en retard. Voilà. Alors, voici Leclerc. Hein. Attention, il n'était pas dans cette tenue pendant la campagne. Là, il est en grand uniforme. Là, ça y est, Paris est libéré, et donc, c'est le moment des cérémonies, on peut se mettre en uniforme. Mais sinon, on est en treillis, bien entendu. Et vous avez des chars derrière lui. Et De Gaulle, le 25 août, va descendre cette grande avenue que vous devinez, puisque vous voyez tout à fait au fond là, l'Arc de Triomphe. On le voit un petit peu mieux peut-être d'un plan plus large ici. Bon, la photo n'a pas été prise du même côté de l'avenue, mais il descend les Champs-Élysées devant une foule immense. C'était, soyons un peu méchants, en avril 1944, il y avait une foule immense qui acclamait un homme qui venait rendre visite à Paris. C'était Pétain. Et en août 1944, la foule acclame De Gaulle. Donc De Gaulle descend les Champs-Élysées, il va ensuite se rendre à Notre-Dame, où il y a une fusillade dont on ne connaît pas les raisons. Tout le monde se met à terre, De Gaulle reste digne, impassible. Bon. Et le 26 août, ben effectivement, Paris est libéré. Mais il y a un autre débarquement qui a lieu, c'est le débarquement en Provence, qui est souvent oublié, qui est essentiel, parce que les Allemands vont être pris entre deux feux. Ils vont être pris entre les troupes qui avancent de la Normandie vers l'Allemagne et les troupes qui ont débarqué en Provence et qui vont remonter la vallée du Rhône. Alors le débarquement en Provence a lieu le 15 août 1944. C'est une armée commandée par le général Delattre. Le voici à Marseille, Delattre, il est là. Voilà. Donc là, c'est un commissaire de la République qui a été nommé par le gouvernement provisoire, je vais y revenir, et donc passe en revue les troupes de la nouvelle armée française. Donc Marseille a été libérée parce que la libération des villes est allée très très vite. Fréjus est libéré, Toulon est libéré, Marseille est libéré. Et c'est au-delà de tous les plans qui avaient été prévus par l'état-major. L'Allemagne est au bout du rouleau. Et voici, alors Delattre, dont je vous parlais, et voici une autre unité de cette nouvelle armée française. Ce sont des tirailleurs. Je ne peux pas vous dire s'ils sont marocains, algériens ou tunisiens, mais en tout cas, ce sont des Arabes et des Kabyles.
Donc ils ont été enrégimentés, ils font partie de cette armée française. Ce qui explique un certain nombre de choses par la suite. L'aspiration à l'indépendance, puisque vous savez que le 8 mai 1945, c'est l'acte de capitulation, mais c'est aussi la révolte de Sétif et de Galmar, comme vous l'avez vu peut-être dans le documentaire sur France 2. Alors là, vous voyez, ils ont eu quelque chose de bizarre, que vous avez peut-être vu dans des cérémonies militaires, c'est une queue de cheval. Alors c'est la queue du dernier cheval qui a été tué au cours d'une bataille sous le colonel qui commande le régiment. Donc le colonel est à cheval. Donc son cheval a été tué au cours de la bataille. Et on coupe la queue de ce cheval mort pour en faire une sorte d'emblème que vous voyez là. Voilà. Bon, enfin, c'est un détail. Donc nous sommes toujours à Marseille. Les unités françaises qui viennent de Normandie et de Provence font leur jonction en Bourgogne. Mais que deviennent tous les Allemands qui sont dans le Grand Sud-Ouest? Ils sont pris au piège. Ils reçoivent l'ordre du repli. Ils n'ont pas été chassés. Ils reçoivent l'ordre du repli. Et ils vont se replier. Mais la résistance va être sous les armes, va organiser des embuscades, il va y avoir des combats, et ces Allemands qui se replient vont perdre de nombreux prisonniers, et des morts et des blessés. Autrement dit, la France est en partie libérée. Le département des Hautes-Pyrénées est un des tout premiers à avoir été libéré. Les fêtes à libération ont eu lieu à Tarbes le 24 août 1944. 44, hein, donc très tôt. Et donc, on s'achemine vers la capitulation allemande. Est-ce que les Allemands ont joué leur dernière carte? Pas tout à fait. Pas tout à fait parce qu'ils vont lancer une dernière offensive. Ils vont lancer une dernière offensive dans les Ardennes, le 16 décembre 1944. Et les Nord-Américains vont être pris au dépourvu. Et ils vont manquer d'effectifs, car ils ne s'attendaient pas à cette contre-offensive allemande. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire appel aux soldats nord-américains noirs. Parce que jusqu'à présent, les Noirs étaient cantonnés dans des tâches considérées comme subalternes. Ils s'occupaient de l'intendance, ils s'occupaient du ravitaillement, mais ils ne combattaient pas en première ligne. Parce qu'on considérait que c'était peut-être pas de bons soldats, et puis on considérait que c'était réservé aux hommes blancs. Et donc, ils vont, à partir de ce moment-là, effectivement, apparaître dans les unités combattantes. Mais l'offensive allemande va échouer, parce que l'Allemagne manque de tout. Elle manque en particulier de quelque chose qui est essentiel pour faire tourner les chars, c'est-à-dire l'essence. Donc, les Allemands sont stoppés, et à partir de mars 1945, les Alliés franchissent le Rhin. La guerre est portée sur le sol allemand. De Gaulle avait la promesse des Alliés que la France aurait droit à une zone d'occupation. Mais les Alliés se font tirer l'oreille, véritablement, et n'accordent pas encore de zone d'occupation à la France. Alors de Gaulle donne l'ordre à la nouvelle armée française de foncer, sans tenir compte de la fatigue des hommes et du matériel, pour occuper une zone la plus large possible dans l'Allemagne du Sud. Et la zone qui sera attribuée à la France, ce sera celle qu'elle prendra. Parce que les Alliés n'étaient pas disposés à la lui céder. Parce qu'ils considéraient que la France n'avait pas joué un rôle suffisamment important dans la Seconde Guerre mondiale.
Donc, l'Allemagne, finalement, va capituler. Hitler s'est suicidé. Et les capitulations sont signées en 2 phases. La première, alors l'Allemagne capitule. Ce n'est pas un armistice, hein. C'est une capitulation, sans condition. Sans condition. C'est-à-dire que le vaincu est à la discrétion du vainqueur. Point. Alors, ces capitulations sont signées en 2 phases. D'abord en Occident, elles sont signées le 7 mai dans un lycée de Reims. Alors voici les délégations. Délégation des Alliés, délégation allemande. Les Alliés les plus nombreux sont ici, bien entendu. Les Allemands, sont ici. Les Allemands sont là. Donc nous sommes le 7 mai. Et la capitulation est signée à l'Est le 9 mai. Alors, il était prévu dans les accords entre Eisenhower et Staline que c'était les Soviétiques qui prendraient Berlin et qu'ils iraient jusqu'à l'Elbe et que les Américains iraient jusqu'à l'Elbe. Et donc, l'Allemagne serait occupée de bout en bout. Ces accords seront respectés. À l'Est, la guerre, c'est terrible. Hein. Les Allemands, les Soviétiques ont eu au moins 20 millions de morts. 20 millions. Et ils ont été attaqués en 1941. Ils vont le faire payer cher aux Allemands. En particulier, on sait qu'il y a eu 1 million de viols. Goebbels a expliqué aux femmes allemandes que ce n'était pas la peine qu'elles se défendent, qu'elles seraient toutes violées. 1 million ont été violés. C'est une estimation des historiens. À Berlin, il y a des témoignages précis, on sait qu'il y en a 100 000 qui ont été violés. Et les soviétiques ici, sur le toit du Reichstag, prennent cette photo, où ils déploient un grand drapeau, donc drapeau de l'URSS, drapeau rouge avec la faucille, le marteau et l'étoile, et le photographe avait une dernière photo à prendre. Donc il n'avait pas intérêt à la manquer, celle-là. Et donc, voilà, ils sont montés sur le toit du Reichstag et la photo a été prise. Alors c'est dommage parce qu'on ne le voit pas suffisamment, non, on ne le voit pas, mais ici vous avez celui-ci qui se penche pour tenir le drapeau, la hampe du drapeau, celui-ci le retient pendant qu'il prend la photo, et certains se sont amusés à regarder les poignets des personnes. Ah non, mais non, d'habitude on a une seule montre. Non, je ne vous donne pas l'heure. Hein. Mais il est... Donc, certains ont 2, 3 montres. Ce qui veut dire qu'on s'est servi sur les morts, quoi. Ce qui, normalement, ne se fait pas. Mais ce qui est toléré, comme tellement d'autres choses. Bon, voilà cette photo qui est très connue, qui est très célèbre. Donc, et la date officielle, c'est le 8 mai, mais vous êtes au courant. Donc, le 8 mai, et on dit toujours le 8 mai, l'Allemagne nazie capitule sans condition. Bon, alors maintenant que la France est libérée, quelle est la politique du gouvernement provisoire de la République française? D'abord, il y a une crainte. C'est, chez certains, la crainte de la révolution. Qui craint la révolution? Pas tellement les ouvriers, qui ont été plutôt victimes de la politique de la collaboration qu'on a voulu envoyer en Allemagne, le STO. La paysannerie, bon, oui, Vichy lui a accordé tous ses souhaits. Vous connaissez la phrase de Pétain, la terre, elle, ne ment pas. Mais c'est surtout la bourgeoisie, c'est-à-dire les notables, qui ont accepté Vichy et qui craignent maintenant que la résistance est armée, que les FTPF sont armés, qui craignent une révolution.
Donc il y a cette crainte qui est assez diffuse, mais bon, je vais en reparler par la suite. Dans les départements, que se passe-t-il? Dans les départements, il y a un double pouvoir de fait. Il y a d'abord l'apparition de la résistance au grand jour. On parlait des résistants. Vichy en parlait comme de meurtriers et comme des assassins. Et voilà qu'ils apparaissent au grand jour. Alors certains apparaissent en uniforme, armés, ce sont surtout les militaires qui ont reçu les parachutages, plus importants que d'autres, et puis apparaissent des jeunes gens, maigres, habillés comme ils peuvent, mais portant des Sten. Les Sten, ce sont les mitraillettes. Et on les voit apparaître, ces jeunes gens, avec des chefs qui sont plus âgés, généralement. Et donc, voilà, ils étaient dans les maquis, on était dans le mythe, et tout à coup, ils sont là. Quelle va être leur attitude? Ils sont organisés, leurs chefs sont organisés dans ce qu'on appelle le comité départemental de libération. Il y a un comité départemental de libération dans tous les départements. Ce qui montre que l'organisation de la résistance était une organisation avant tout départementale. Alors le problème, c'est que, si problème il y a, c'est que le gouvernement provisoire a nommé des préfets. Le gouvernement provisoire a nommé des préfets qu'il a choisis avec le plus grand soin. C'est surtout Michel Debré qui a choisi les préfets, en accord avec De Gaulle, bien sûr, et conseillé par d'autres. Mais ces préfets, ils arrivent là pour prendre en charge le département. Et dans tous les départements, dans tous les départements libérés, on va arriver un préfet. Et le comité départemental de libération se dit, mais que viennent-ils faire? Quel est le rôle des préfets? Parce que ceux qui se sont battus sur le terrain, c'est nous. Et c'est nous qui maintenant devons prendre en charge le département. Or, les préfets ont la même mission. Donc, qui va l'emporter? Et il y a une période de tension entre préfets et comités départementaux. D'autant plus que les comités départementaux, parfois, disposent de milices armées ou désarmées. Dans ce département, elles étaient plutôt désarmées. Mais ce sont des milices qui contrôlent, qui font la police des marchés, qui essaient de lutter contre le marché noir, qui maintiennent l'ordre. Et dans certains endroits, ces milices sont armées. Et ces milices sont dirigées très souvent par des communistes. D'où la peur chez certains. Est-ce qu'ils veulent ou pas faire la révolution? Je dis, c'est pas envisagé la révolution. C'est même impossible. Pour une raison très simple. C'est que les Américains sont là. Donc il n'est pas question de faire la révolution. De toute façon, le Parti communiste n'a pas prévu de faire une révolution. Alors, est-ce qu'on va maintenir longtemps ces milices armées? Eh bien, au début de 1945, Maurice Torres, qui est le dirigeant du Parti communiste, qui en 1940 a trouvé refuge en URSS, sur ordre, il avait été mobilisé, on a envoyé un émissaire à l'endroit où il était mobilisé, on lui a dit, Maurice, il faut que tu te mettes à l'abri, il y a une voiture qui est là, tu montes dans cette voiture, et on va te trouver un endroit où tu seras à l'abri. Il se retrouve en URSS. Donc il est déserteur. Et il va revenir. Alors il rencontre De Gaulle, que ce qui est passé entre les deux hommes, je n'en sais absolument rien, mais toujours est-il que Maurice Torres va, dans les jours qui suivent, faire accepter à son parti la dissolution des milices patriotiques. Ces milices, on les appelait des milices patriotiques. Donc elles sont dissoutes. Ce qui veut dire que le Parti communiste joue le jeu des élections, et pas le jeu de la prise du pouvoir par les armes, puisque ces milices sont dissoutes.
D'ailleurs, De Gaulle dit, il n'y a qu'une police en France, c'est elle qui doit assurer l'ordre, etc. Il ne peut pas y avoir des milices comme ça qui font ce qu'elles veulent, elles arrêtent qui elles veulent, etc. etc. Bon. Donc, les choses rentrent dans l'ordre. Mais en même temps, De Gaulle ne veut pas être à la remorque des États-Unis. Alors, il va faire le déplacement en URSS. N'imaginez pas que De Gaulle soit communiste. Vous le sauriez. Bon, donc, il va aller en URSS pour signer un traité d'amitié franco-soviétique. Alors, pardon, je ne l'ai pas fait dans le même ordre. Bon, allez. Bon, excusez-moi, je le dirai après. Donc, Maurice Thorez a obtenu la suppression des milices patriotiques. Et se produit un autre événement, en même temps, dans toute la France, c'est ce qu'on appelait l'épuration. Alors, un mot sur l'épuration. L'épuration, ça consiste à, je cite, punir les traîtres. De Gaulle qui avait dit l'épuration, c'est la punition des traîtres. Alors, certains ont beaucoup fantasmé sur l'épuration et ont donné des chiffres tout à fait fantaisistes qui ne reposaient pas sur des enquêtes sérieuses. Je veux parler par exemple de Robert Aron. Je ne parle pas de Raymond Aron, hein. Je parle bien de Robert Aron. Alors, Robert Aron va dire qu'il y a eu, au moment de l'épuration, entre 30 000 et 100 000 morts. Tant qu'il était, il aurait pu aller jusqu'à 1 million. Donc, entre 30 000 et 100 000. Dans tous les départements, on a créé un comité de la Seconde Guerre mondiale qui a commencé à compter un à un toutes les personnes qui avaient été victimes de l'épuration. Alors, vous pouvez vous dire, bon, mais d'accord, ce sont des historiens, est-ce qu'ils sont objectifs? Peut-être qu'ils ne le sont pas. Alors, c'est corroboré avec les enquêtes de gendarmerie qui, à peu près, à quelques unités près, arrivent au même résultat. Le résultat, quel est-il? Eh bien, c'est qu'il y a eu en France, c'est déjà beaucoup, bien entendu, mais c'est pas 100 000, 10 000 personnes qui ont été exécutées au titre de l'épuration, avec des chiffres un petit peu variables selon les départements. Plus la collaboration a été forte, plus la résistance s'y est opposée, plus elle a perdu d'hommes et plus l'épuration est sévère, bien sûr. Donc, des 1000 morts. Alors, il y a plusieurs phases dans l'épuration. Il y a une première phase avant la libération du département. Dans les Hautes-Pyrénées, par exemple, à la fin de 1943, c'est Le Républicain, le journal Le Républicain, qui dit qu'on a trouvé dans le chemin de Mohoura, vous voyez, tout le monde voit où c'est à côté du Haras, on a trouvé quelqu'un que l'on appelait la fouine. Rien que la fouine, tout le monde a compris. C'est un informateur. Il va fouiner et il va donner les renseignements qu'il trouve donc à Vichy aux occupants. La commandanture se trouvait au Grand Hôtel Moderne. Donc, voilà, on apprend que cette personne a été exécutée. Tout le monde comprend que c'est un collaborateur. Et donc, jusqu'en août 1944, il y a des personnes qui sont exécutées en France, dans les Hautes-Pyrénées et en France, sur ordre d'Alger ou sur ordre de la résistance. Donc, il y a des exécutions des gens qui sont des traîtres, qui collaborent avec l'occupant. Après vient la période des combats, ce qu'on appelle l'épuration sauvage. Alors, c'est vrai que dans beaucoup d'endroits, les miliciens qui sont pris sont parfois fusillés immédiatement. Dans les Hautes-Pyrénées, ça ne se passe pas comme ça. Dans les Hautes-Pyrénées, ils se rendront, ils seront jugés. Donc ça, c'est la phase des combats. Ensuite, il y a une troisième phase. C'est la phase des cours martiales, qui sont dirigées par des militaires. C'est une justice d'exception. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avocat et que les peines sont immédiatement exécutoires. Enfin, le lendemain à l'aube, pour être conforme à la tradition. Donc ça, ce sont les cours martiales. Et enfin, la quatrième phase,
c'est la phase des cours de justice. Une justice normale avec des avocats et des témoins. Et en tout, la globalité de tout cela, cela fait 10 000 personnes. En gros, dans le département des Hautes-Pyrénées, 138, enfin 140. Et puis il y a cet épisode dont on a peu parlé, qui commence à émerger depuis quelques années quand même. Alors, ça, ce sont des miliciens ici, vous voyez, les miliciens là, ils sont en uniforme, qui ont arrêté des résistants, ils les amènent où? Je n'en sais rien. Et à la Libération, vous avez des manifestations pour que l'épuration ait lieu, et certains trouvent que l'épuration n'est pas assez sévère. Alors il y a ceux qui trouvent que l'épuration est trop sévère, il y a ceux qui trouvent qu'elle n'est pas assez sévère, donc il y a toutes les nuances que l'on peut trouver. Donc épurons. Donc on vient d'en parler, mais ensuite il y a ceci. Les femmes tondues. C'est un épisode peu glorieux, où les gens ont du mal à parler. Moi, je sais que dans les Hautes-Pyrénées, il y a eu des femmes tondues. Je connais des témoins qui me l'ont dit. Et lorsque je leur ai demandé est-ce que vous me donnez l'autorisation de le publier, d'en parler, ils ont dit ah non. Donc il y a une certaine retenue, une certaine réticence encore. Alors voici ce qui se passait généralement. Les femmes qui avaient disposé de leur corps, j'emploie cette formule volontairement, pourquoi dans un instant. Les femmes qui ont disposé librement de leur corps, elles sont arrêtées, elles sont tondues, on trace sur leur front, et ici vous voyez donc une croix gammée. Parfois elles sont totalement nues, au milieu de la foule, et elles sont tendues. Alors elles ont fait la collaboration horizontale, comme on a dit, pour des raisons diverses, soit par intérêt, pour avoir à manger, soit par amour, soit pour d'autres raisons. Mais elles ont commis quelque chose qui était impensable à l'époque, elles ont disposé librement de leur corps. Le corps des femmes, à ce moment-là, appartenait encore aux hommes. Donc c'est impensable cela. Et comme il y a eu de femmes tendues, eh bien on le sait à peu près 30 000. Ce qui est quand même assez considérable. Il y en a eu partout. Voici une photo célèbre de Robert Capa à Chartres. Il y a un poème de Paul Éluard sur cette femme qui a été tondue à Chartres. Mais elle est là, vous voyez. La photo n'est pas très bonne, malheureusement. Elle a eu un enfant. Elle est chassée de la ville avec son père. Et on ne voit pas les physionomies de ces femmes-là, mais ce sont des physionomies haineuses. Et d'autres sont des physionomies. Celle-ci rit. Donc, dans la foule, on rit, on se moque. Et bon, voici un petit peu. Non, je me trompe de côté, voilà. Voici un petit peu agrandi, vous voyez, elle a un enfant, et celui-ci l'accompagne peut-être pour la protéger un petit peu, jusqu'à la sortie de la vie. Bon, c'est un épisode peu glorieux dont on parle, dont on commence à parler, mais bon, 30 000 environ. Alors, c'est la période au cours de laquelle De Gaulle va essayer de rétablir l'autorité de l'État. Parce que tout cela, vous le comprenez bien, c'est un petit peu une situation d'anomie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de règles, c'est le chaos. Donc, De Gaulle va essayer de rétablir l'autorité de l'État. Alors, l'autorité de l'État, il va faire un voyage, pas un voyage d'agrément, un voyage qui part de Lyon, qui le conduit à Marseille, Toulouse, Bordeaux, Orléans. Alors je vais surtout insister sur De Gaulle à Toulouse, parce que c'est ce que je connais le mieux. Là, il y a un commissaire de la République. Le commissaire de la République, c'est un super-préfet, comme on dit le préfet de la région aujourd'hui. Il s'appelle Pierre Berthaud.
C'est un universitaire, ancien professeur d'allemand, qui a été rapatrié, enfin pas rapatrié, qui a été déplacé de son université jusqu'à l'université de Toulouse. Et bon, il devient commissaire de la République, c'est un ancien résistant, bien entendu. Tous les préfets étaient d'anciens résistants de toute façon. Voici De Gaulle qui sort du Capitole. Vous reconnaissez le Capitole. Berthaud est ici. Alors De Gaulle reçoit beaucoup de monde, il reçoit des délégations, il reçoit les résistants, et Berthaud raconte, ce sont les mémoires de Berthaud. Berthaud raconte que d'abord, il reçoit les résistants, il les fait mettre en rang, ils sont tous en uniforme, ce sont des civils, hein, mais ils sont tous en uniforme. Ils adorent les uniformes, ils adorent avoir ici beaucoup de galons. Hein. Quand De Gaulle se pose à Francazal, ils sont tous alignés, il va jusqu'au bout de la file, et il envoie un avec seulement 2 barrettes là, c'est-à-dire un lieutenant. Et il dit, alors mon vieux, vous savez pas coudre? Autrement dit, bon, on se met les galons en fonction de sa fantaisie. Si on commande un maquis, bon, on a bien le droit d'être capitaine. Avec un peu d'audace, pourquoi pas commandant? Quand on commande un département, on est colonel, bien entendu. Bon, autrement dit, De Gaulle reçoit les résistants. Il les fait mettre en rang, ils sont tous en uniforme, et il passe devant l'un d'eux, un dur à cuire, dit Berthaud, qui commandait les FTP de quelque part, pas loin de la Dordogne, et il voit qu'il n'est pas tout à fait au garde à vous, alors il le fait mettre au garde à vous. Et l'autre, là, il serre les poings, il se met au garde à vous. Berthaud ironise un petit peu sur ça. Bon, et bref, excusez-moi, oui, j'ai baissé le micro. Donc, il les fait mettre en rang, et il fait mettre l'un d'entre eux garde à vous, il serre les poings comme ça, hein. Bon, et Berthaud ironise là-dessus. Et donc, voilà, il les a vus, et il leur a pas dit grand-chose, si ce n'est que, voilà, il a pris contact avec eux. Et ils sont de l'autre côté de la porte, une porte à double battant par rapport au bureau de Berthaud. Et il s'assied dans un fauteuil, parce qu'il est fatigué, il a reçu du monde toute la journée, donc il est un peu fatigué, c'est un peu normal, ça arrive à tout le monde. Donc il se met là, et il demande, pendant ce temps les résistants sont en train de dire, mais De Gaulle n'a rien compris, ce qui est un peu vrai, De Gaulle n'a rien compris, on va l'enlever, ce qui est un peu audacieux, on va l'amener dans un maquis pour qu'il voit. Et pendant ce temps, De Gaulle demande à Berthaud, alors Berthaud, ça va? Et Berthaud répond, non, mon général, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et pourquoi? Ils ne sont pas contents, vous allez les recevoir à nouveau. Ah non, 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 pas question. Et Berthaud va vers la porte, ouvre double battant, et dit, le général va vous recevoir à nouveau. Alors là, il est coincé. Alors il se lève de son fauteuil, il se déplie, ça y est. Et donc là, il les fait mettre en rond, il leur fait un speech extraordinaire, paraît-il, et ils étaient tous au bord des larmes. Il leur a dit, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit simplement, à sa façon, vous avez fait votre devoir, et plus que votre devoir. Lorsque les gens font leur devoir, disait Berthaud, ils aiment bien qu'on le reconnaisse. Et ils ont fait plus que leur devoir. Les résistants, c'est une minorité. Il ne faut pas croire que la France a été résistante. Donc, voilà. Alors, en même temps, lorsque De Gaulle réussit à reprendre un petit peu les rênes de la situation, on va procéder à l'amalgame. L'amalgame, c'est d'un point de vue militaire. C'est une expression qui date de la Révolution. On prend de vieux soldats avec de nouveaux soldats et on les met ensemble. On fait l'amalgame. Alors, l'amalgame consiste en quoi? Eh bien, les résistants des Hautes-Pyrénées, par exemple, sont rassemblés, les volontaires, ils étaient tous volontaires pratiquement, sont rassemblés à la caserne Soult, et là, ils forment une nouvelle unité militaire, le premier bataillon du régiment de Bigorre, que l'on traduit par le régiment de Bigorre. Sauf que ce n'est pas un régiment. Un régiment, ça a plusieurs bataillons, 3 ou 4 bataillons. Un bataillon, c'est 800 à 900 personnes. Donc vous multipliez 800, 900 par 3 ou 4, donc vous voyez, ça vous donne autour de 3000.
autour de 3000 hommes. Là, c'est le premier bataillon du régiment de Bigorre. C'est toute la résistance de Haute-Pyrénées. Comme ils étaient moins de 1000. Moins de 1000 pour tout le département. Donc vous voyez que les résistants étaient une minorité. Et le corps franc Pommiès, formé de militaires, c'était un corps franc issu de la résistance, mais militaire, se transforme et devient le 49e régiment d'infanterie. Autrement dit, on entre dans la culture militaire. Et c'est cette armée française, cette nouvelle armée française, qui va participer à l'invasion de l'Allemagne et qui va arriver jusqu'à Stuttgart. Ce sera son point d'arrivée. Et toute cette zone sera donc contrôlée par les Français. Roosevelt a un petit peu évolué, parce qu'il a admis que le gouvernement provisoire, effectivement, il existe. Et il a un chef, c'est De Gaulle. Et il va le reconnaître. Le gouvernement provisoire reconnu par les Alliés, le 23, le GPRF est reconnu par les Alliés, le 23 octobre 1944. Et De Gaulle a cette phrase, mais ça c'est du De Gaulle 100%, le gouvernement français est satisfait qu'on l'appelle par son nom. Voilà, c'est le seul commentaire qu'il fera. Et c'est à ce moment-là que, pour ne pas dépendre des Nord-Américains, De Gaulle va se rendre en URSS pour signer un pacte d'amitié franco-soviétique. Pacte d'amitié franco-soviétique que l'on peut, une date, en décembre 1944, et que l'on peut résumer par 3 photos. Pas de très bonne qualité. Alors voici l'arrivée de De Gaulle à la gare. Vous le voyez ici. Il est accompagné là, moi je le vois très mal, par Molotov, qui est le ministre des Affaires étrangères soviétique. Et vous voyez, il a un peloton de soldats soviétiques qui lui présentent les armes, etc. Alors bien sûr, signer un pacte, c'est aussi des mondanités. Parmi les mondanités, il y a la remise des décorations. Et vous avez un certain nombre de généraux soviétiques qui reçoivent la Légion d'honneur. Donc, qui reçoivent la Légion d'honneur des mains de De Gaulle. Donc, vous le reconnaissez là, et voyez les généraux soviétiques qui reçoivent la Légion d'honneur. Mais les choses importantes, c'est ceci. C'est la signature du pacte d'amitié franco-soviétique. De Gaulle, il est là, vous le voyez. Lui, il ne signe pas. Ceux qui signent, ce sont les ministres des Affaires étrangères. Staline est là, il ne signe pas non plus. Ceux qui signent, c'est Georges Bidault, qui est là, qui est ministre des Affaires étrangères, et du côté des soviétiques, c'est Molotov. Molotov, donc, qui signe le pacte. Dans la France, un pacte d'amitié avec l'URSS. C'est symbolique, c'est tout. Ça ne va pas plus loin. C'est pour dire aux Américains, on ne parle pas qu'avec vous. Il y a aussi les soviétiques. C'est une volonté d'indépendance, si vous voulez. Alors, petit 2, un nouveau régime va se mettre en place. Un nouveau régime va se mettre en place, petit 2, la mise en place d'un nouveau régime. Et enfin, ça y est, c'est fait, il était temps, c'est bien tard, mais mieux vaut tard que jamais, le vote est accordé aux femmes. C'est un décret qui est signé par De Gaulle au nom de la résistance et dont les femmes deviennent des électrices. Mais attention, ce décret, c'est pas parce que les femmes sont les égales des hommes. Ce n'est pas parce que ça va de soi que les femmes votent. C'est parce qu'elles ont rendu des services à la résistance. Parce que les femmes sont engagées dans la résistance aussi. Elles ont été agents de liaison en particulier. Et donc, pour reconnaître ces services rendus, le droit de vote est accordé aux femmes. Léon Blum avait déjà en 1936 créé 2 secrétariats d'État qui étaient dirigés par des femmes. Et les femmes n'étaient même pas électeurs. Hein. Mais beaucoup de pays avaient, bien avant la France, accordé le droit de vote aux femmes.
Le combat des suffragettes, des féministes, comme on dit aujourd'hui, ben, c'est un combat très ancien qui a commencé à la fin du XIXe siècle. Et surtout entre les deux guerres. Mais qui n'a pas abouti en France, alors que ça aboutit dans d'autres pays. Enfin, ça y est, les femmes sont électrices, et lorsque je dirai maintenant le suffrage, je pourrais dire universel. Alors que jusqu'à maintenant, je disais depuis 1848, le suffrage universel masculin. Maintenant, c'est le suffrage universel. Alors, les femmes, elles se précipitent pour s'inscrire. Elles veulent voter, bien entendu. Et donc, les voilà qui s'inscrivent sur les listes électorales. Et les premières élections auxquelles elles participent, et je vais m'arrêter là, ce sont les élections municipales qui ont lieu en, pardon, c'est pas marqué, je vais marquer, en avril 1945. En avril 1945, la guerre n'est pas terminée, mais il y a déjà des élections municipales. C'est-à-dire que toutes les municipalités qui avaient été acceptées par Vichy disparaissent. Et donc, on procède à des élections démocratiques, avec le vote des femmes. Voilà, alors la prochaine fois, on continuera et on verra comment s'installe la 4e République.